Faisons un survol rapide des événements. Le 14 juillet 1789 éclate la Révolution à Paris. Pendant la nuit du 4 août 1789, c'est l'abolition des privilèges et des droits féodaux. Le 26 août 1789, c'est la signature de la Déclaration des droits de l'homme. Le 12 juillet 1790, la constitution civile du clergé est adoptée. Le 21 septembre 1792, c'est l'abolition de la monarchie. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté par les révolutionnaires. La Convention déclare la guerre à l'Europe afin de propager les idées révolutionnaires et libérer, soi-disant, les peuples du joug des rois et des aristocrates. De 1792 à 1797, une première coalition militaire est formée par plusieurs États européens contre la France. Le 1er février 1793, la Convention déclare la guerre à l'Angleterre et aux Provinces-Unies. Pour faire face à cette formidable coalition, la Convention décide la levée en masse de 300 000 hommes. Pris parmi les célibataires ou veufs de 18 à 25 ans, le 23 février 1793. C'était la première fois qu'une mobilisation générale était décrétée. Car aux yeux des révolutionnaires, tous les citoyens se devaient d'être égaux devant la guerre. Surtout si cette guerre se fait en faveur de la République et de ses idéaux. Principe totalitaire issu du rousseauisme. Jean-Jacques Rousseau écrivait « Tout citoyen doit être soldat par devoir, nul ne doit l'être par métier ». Alors que cette révolution avait été bien accueillie au départ dans les provinces françaises, les persécutions religieuses ainsi que toutes les fautes, toutes les vexations, l'assassinat du roi et maintenant la levée en masse, imposant d'aller se battre obligatoirement au service de la République, ont été autant d'étincelles pour mettre le feu aux poudres. Et ce sera surtout les campagnes de l'Ouest qui s'illustreront formidablement dans la résistance face à ce régime totalitaire incarné par la Convention. C'est le 3 mars 1793, avec les premières émeutes à Cholet, que débuteront ce que l'histoire nommera les guerres de Vendée, associées à la chouannerie. Nous ne rentrerons pas dans les détails du déroulement de ce conflit civil, ce n'est pas l'objet de notre analyse. Nous vous invitons pour cela à découvrir les œuvres de l'historien Reynald Secher et de Jean-François Kiap par exemple. Notre objectif est d'analyser certains épisodes de cet événement historique afin d'y puiser l'enseignement que nous pouvons tirer de l'expérience de ces premiers royalistes face aux forces républicaines. Nous allons commencer par ce refus de la part des Chouans et Vendéens d'aller se battre pour la République en rejetant la conscription. La levée en masse de 1793 n'est que l'ancêtre de ce qu'on appellera plus tard les fameuses mobilisations générales, devenues malheureusement célèbres avec les deux conflits mondiaux du XXe siècle. Pourtant, seuls les royalistes de 1793 la refuseront, alors que ceux de 1914 et 1939 s'y soumettront. Au final, le constat est là. En refusant de se battre pour la République et ceux qui l'incarnent, les Chouans et les Vendéens, qui n'étaient pourtant que de simples paysans pour la plupart, ont mené l'une des plus farouches et héroïques résistances contre le régime républicain. Mais stratégiquement parlant, était-ce une bonne chose d'agir ainsi, sachant que la France était attaquée de toutes parts par les forces ennemies de l'extérieur? L'historien Claude Mazouric, spécialisé dans la Révolution de 1789 et encarté Parti communiste français, avait formulé cette réponse lors d'une interview faite par le magazine Historia de décembre 1998 sur le génocide vendéen. Il parlait de la trahison en pleine guerre des prêtres, nobles et chefs de village qui créèrent en 1793 une armée catholique et royale au service de la coalition anti-française qui envahissait le pays. Beaucoup comme lui doivent avoir cet avis. Mais alors, y a-t-il eu trahison de la part de cette armée catholique et royale envers la France? Pour y répondre, analysons sur quoi repose cette affirmation. Pour ceux qui ne font aucune différence entre la France et la République, alors oui, il y eut trahison. Car dans cette logique, trahir l'un, c'est forcément trahir l'autre. Mais pour ceux qui savent distinguer les deux, alors seule la République fut trahie. Est-ce en faveur de la France? Pourquoi en faveur de la France? Parce qu'avant la Révolution, les pays européens coalisés contre la France n'étaient pas en guerre contre elle. C'est la Convention qui leur a déclaré la guerre en utilisant la France comme support de ses idéaux. De ce fait, cette guerre
n'était que l'émanation de la logique universaliste de l'idéologie républicaine, incarnée par l'irresponsabilité et le bellicisme des membres de la Convention. Un retour à la monarchie aurait stoppé rapidement ce conflit absurde. Donc, trahir la République, c'était sauver la France. Ainsi, pour savoir si oui ou non les Chouans et les Vendéens furent des traîtres à la France, il suffit de savoir si la distinction entre France et République était pour eux pleinement acquise. La réponse, c'est le général Charette qui la formulera. Lors de son discours à ses officiers, il disait « Notre patrie à nous, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie à eux, qu'est-ce que c'est? Vous le comprenez, vous? Ils veulent détruire les coutumes, l'ordre, la tradition. Alors, qu'est-ce que cette patrie narguante du passé? Sans fidélité, sans amour, cette patrie de bilbaude et d'irreligion. Beau discours, n'est-ce pas? Pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. La distinction entre ces deux patries est totale. Le général Charette distingue bel et bien la patrie charnelle, historique, culturelle et religieuse de celle idéologique et abstraite, issue du philosophisme des Lumières. En d'autres termes, la distinction entre la France et la République. Il n'y a donc pas eu trahison, mais bel et bien résistance contre un ennemi de l'intérieur. N'en déplaise à Masaryk et à ses partisans pseudo-révolutionnaires pour qui France et République ne font qu'un, et ce, au détriment des 1300 ans de monarchie chrétienne qui bâtiront et forgeront la France. Mais une autre question demeure. Pourquoi les royalistes de 1914 et 1939 n'ont-ils pas su faire cette distinction et ont répondu à l'appel de la mobilisation générale avec les conséquences désastreuses qui en découlèrent? En 1914, le principal mouvement nationaliste et royaliste était l'Action française. Charles Maurras était le doctrinaire et l'une des figures emblématiques de ce mouvement. À l'appel de l'Union sacrée par le président de la République Raymond Poincaré, Charles Maurras y répondit favorablement. Mais pourquoi? Pourquoi Charles Maurras fut-il si favorable à l'Union sacrée qu'il qualifia de compromis nationaliste? Voici un extrait d'un de ses articles parus dans le journal L'Action française du 11 septembre 1914 fournissant un début d'explication. Devant l'ennemi de 1914, nous avons fait la réconciliation nationale. Devant l'ennemi de 1870, l'opposition républicaine se réjouit des défaites de l'empereur. Après Sedan, elle n'hésita pas à opérer pour le renverser une révolution devant l'ennemi. Et cette opposition républicaine qui avait demandé en 1869 l'abolition des armées permanentes s'intitule « Gouvernement de la défense nationale » et fit parade d'un patriotisme effrontément et verbeusement militaire. Charles Maurras dans l'Action française du 11 septembre 1914. On peut parfaitement comprendre que Charles Maurras, dans un souci d'empirisme, ait cherché à retenir les leçons de la défaite de 1870. L'invasion par un ennemi de l'extérieur lui faisait viscéralement horreur. D'autant plus si cet ennemi, c'était l'Allemagne, lui qui fut réputé pour sa germanophobie. Pourtant, dans ce constat qu'il fit du comportement des républicains de 1870 lors du conflit face aux Prussiens, il n'a pas su tirer les leçons de la victoire du parti républicain. Car au final, qui a su profiter de l'instabilité conséquente à la défaite de Sedan pour s'imposer? Les républicains. Et ces derniers feront proclamer en la personne de Gambetta la désastreuse Troisième République le 4 septembre 1870. République tant souhaitée par l'ennemi de l'extérieur, Bismarck, qui avait bien conscience de la faiblesse d'un tel régime pour notre pays. Voir nos vidéos sur la guerre de 1914. À bien y regarder, les républicains de 1870 se sont un peu comportés comme les Chouans et les Vendéens de 1793 sur cet aspect-là. Et force est de constater que stratégiquement, pour ce qui est de la conquête du pouvoir, Gambetta et ses acolytes ont su particulièrement bien œuvrer. Pourtant, Charles Maurras ne peut y voir qu'un désordre inopportun face à la Prusse. Pourtant, si les royalistes de cette époque avaient su s'imposer de la même manière, nous aurions pu nous en réjouir et nous aurions eu un XXe siècle totalement différent. Mais pour Charles Maurras, la priorité était avant tout de chasser l'ennemi de l'extérieur.
priorité somme toute logique et légitime dans un conflit entre deux ou plusieurs nations. Mais lui qui disait si justement que la République était le règne de l'étranger, il aurait dû admettre qu'aux côtés de cet ennemi de l'extérieur, qu'était la Prusse, il y avait aussi et surtout un ennemi de l'intérieur, qui était le parti républicain. Et qu'avant de chercher à combattre le premier, il fallait d'abord se débarrasser du second. C'est ce qu'avaient compris les contre-révolutionnaires de 1793. Mais Charles Maurras, aveuglé par sa germanophobie, n'hésita pas à faire alliance avec cette incarnation du règne de l'étranger qu'est la République, au détriment de la vraie patrie décrite par le général Charette. Il alla même jusqu'à écrire dans l'article cité précédemment « Nous saluons les Carnot, les Cambon et tous ces membres de la Convention qui réussirent le sauvetage de la patrie. Nous n'avons jamais ménagé nos hommages au souvenir de cette dictature du salut public. » Toujours dans l'Action française du 11 septembre 1914. Tous les combattants contre-révolutionnaires de 1793 apprécieront de là-haut, d'autant plus de la part d'un penseur contre-révolutionnaire. Charles Maurras misait tout sur l'unité des Français face à l'ennemi de l'extérieur, mais était-ce réellement efficace ? Après 1,5 million morts en 4 ans, peut-on parler de victoire ? Alors que cette même action française pouvait prendre le pouvoir avant cette guerre fratricide, alors qu'elle en avait les moyens qu'elle n'aura plus après, et nous ne parlerons pas des assassinats que la République fera sur les membres de l'Action française. Sa zone d'influence touchait les milieux aussi différents que les anarchistes et l'extrême gauche, tant le personnel républicain était haï. Les travaux du cercle Proudhon demeurent une belle illustration. Ces ententes disparaîtront lorsque l'AF optera pour l'union sacrée. Et la seconde mobilisation générale de 1939 nous a-t-elle été réellement bénéfique face à l'Allemagne nazie ? Encore moins. Et pourquoi cela ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas combattre efficacement un ennemi de l'extérieur aux côtés d'un cheval de Troie nommé République. Maurras aurait pu être le Gambetta royaliste du XXe siècle s'il avait su profiter de ce premier conflit mondial pour prendre le pouvoir, comme le firent habilement les républicains de 1870 pour imposer leur république. Des occasions ne manquaient pas. L'historien Pierre Becca fit d'ailleurs cette précision dans son regard sur la décadence. Une seconde occasion de renverser la République, et cette fois bien plus sûre, se présenta lorsque le 3 septembre 1914, le gouvernement désemparé s'enfuyait à Bordeaux, laissant les pleins pouvoirs à l'autorité militaire. Situation qui dura 5 mois, et à la faveur de laquelle, grâce à des complicités certaines, le coup était parfaitement réalisable. Mais Maurras avait promis à Poincaré de soutenir le gouvernement chargé de la défense nationale. Là encore, son loyalisme et la crainte de favoriser l'ennemi l'emportèrent. Le compromis nationaliste de Charles Maurras n'est valable seulement si on a l'assurance complète que ce compromis ne se fera pas au détriment de la civilisation française. Mais avec le système républicain, c'est fort peu probable que cela puisse arriver. Donc, pas de compromis avec la République, même en temps de guerre. Un autre enseignement des guerres de Vendée fut le sens du sacrifice des paysans, alors qu'entre 250 000 et 300 000 Huguenots quittèrent la France à la suite des dragonnades et de la révocation de l'édit de Nantes du 18 octobre 1685, les Chouans et les Vendéens, dans leur grande majorité, étaient restés fidèles à leur terre natale, prêts à en découdre avec les armées républicaines. Sachant d'autant plus que la répression qu'ils subissaient était bien plus terrible que l'épisode sanglant de la Saint-Barthélemy. Le fait d'avoir femmes et enfants était pour eux la meilleure excuse pour aller au combat. On est loin d'une certaine mentalité d'aujourd'hui poussant quelques-uns, se disant nationalistes ou royalistes, à justifier leur inactivité à défendre la France, qu'ils prétendent aimer, en rétorquant qu'ils ont d'abord une famille à s'occuper. La défense de la France n'inclut pourtant en rien la négligence des familles pour ce qui est du militantisme politique, sans oublier ceux qui expriment ouvertement leur désir de partir à l'étranger en cas de futur conflit sur notre sol national. La fameuse résistance à distance, bien connue d'un certain général. Ce qu'il y a à retenir également de l'expérience des guerres de Vendée, c'est au nom de quoi les Chouans et les Vendéens se sont battus. Ils se sont battus pour Dieu et le roi, non pas pour la France et le roi, mais pour Dieu et le roi, soit pour la religion et la monarchie. Avec l'Action française, la priorité était éminemment politique. Charles Maurras, étant agnostique, considérait qu'il fallait d'abord s'occuper des affaires politiques pour remettre l'ordre dans le pays. Stratégiquement parlant, ce n'était pas faux. Mais son politique d'abord ne fut pas sans faille.
C'est en 1904 que Maurras énonça pour la première fois ce principe qui allait régir définitivement l'action française. La religion catholique et l'éthique traditionnelle imprégnaient toujours la grande majorité des Français de ce début du XXe siècle. Politique d'abord signifiait pour Maurras que la priorité était avant tout de s'occuper à résoudre la question politique en France. Pas au détriment de la religion catholique, bien au contraire, mais au service de celle-ci. À cette époque, il parlait du principe que l'Église était encore assez forte pour pouvoir gérer ses propres difficultés, et qu'il fallait de ce fait se concentrer sur le domaine politique afin de créer les conditions nécessaires à l'épanouissement de l'Église en France. Il est exact que la Troisième République fut particulièrement offensive envers l'Église catholique, particulièrement avec la loi de 1905. La stratégie de Charles Maurras était, semble-t-il, justifiée, mais malheureusement, l'avenir lui donnera tort. Depuis son erreur stratégique du ralliement en 1892, l'Église catholique n'a eu de cesse de décliner inexorablement au fil des années pour aboutir au Concile Vatican II, version révolutionnaire et libérale du catholicisme. Politique d'abord, c'était aussi faire confiance en l'éducation traditionnelle des Français de cette époque. Il n'était donc pas forcément nécessaire d'y inclure une initiation spécifique, individuelle pour les militants afin de les rendre plus efficaces à la reconquête. Leur éducation traditionnelle issue de leurs foyers respectifs suffisait à leur donner le tempérament nécessaire pour affronter l'impossible. Les diverses activités menées par la Fédération nationale des Camelots du Roi en seront la plus belle démonstration, sans oublier les douloureuses épreuves des deux conflits mondiaux. Au travers de ces exemples caractérisant ce sanglant XXe siècle, nous pouvons dire facilement que le politique d'abord du vieux maître de Martigues était encore parfaitement justifié, au plus jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, des critiques à ce sujet commencent à apparaître dans les années 50. L'historien Michel Moore écrivait dans son opuscule sur Maurras « Le politique d'abord n'est vrai cependant que par rapport à une certaine situation historique déterminée. On ne saurait lui accorder une vérité absolue. Il était vrai en 1900, peut-être encore en 1920. Il semble bien ne plus l'être aujourd'hui. En effet, quand une institution mauvaise dure depuis bientôt 2 siècles, elle finit par détruire à peu près complètement l'être de ce que Maurras appelait le pays réel. Ce fameux pays réel semble bien n'être plus qu'un mythe. Même avant les années 50, quelques-uns commençaient à émettre des doutes, comme Georges Bernanos qui écrivait en 1939, dans Scandale de la vérité, « La société moderne est à refaire, la société française est à refaire, et la trahison du maurassisme a été de la persuader qu'il n'en était rien, qu'elle pouvait parfaitement servir telle qu'elle grâce à la monarchie bien entendu. » Michel Moore ajoute « Il n'y a pas eu trahison certes, car l'erreur ne fut pas consciente, mais il y eut durcissement en vérité absolue, valable pour toutes les situations, de la vérité historique, valable pour 1900, du politique d'abord. » On l'a bien compris, le politique d'abord de Maurras est tout sauf intemporel. Il suffit d'observer la société française en ce début du XXIe siècle pour constater qu'effectivement le pays réel ne correspond en rien à la définition qui lui avait été donnée un siècle auparavant, proportionnellement d'ailleurs à la diminution de la pratique religieuse. Donc, traiter du royalisme en ne s'occupant que de politique est à ce jour une erreur, car ce n'est pas avec une jeunesse américanisée ou déracinée que l'on pourra faire progresser efficacement les idées royalistes en France. Il faut que le combat royaliste inclue dans ses objectifs l'initiation de la jeunesse à redevenir ce fameux pays réel digne de ce nom, c'est-à-dire redevenir français dans son âme et son éthique, forgée depuis des siècles, incluant la force spirituelle qui va avec. Cette problématique typique de notre temps, Maurras ne l'a jamais connue, ce qui explique en partie sa stratégie du politique d'abord. Le philosophe et sociologue Antoine Blanc de Saint-Bonnet écrivait dans la Restauration française « Le mal est religieux, la révolution est religieuse, le remède est religieux, nous ne guérirons que religieusement. » Son constat est assez juste, et c'est en quelque sorte l'antithèse du politique d'abord de Maurras. Mais là encore, le tout religieux ne servirait pas plus que le tout politique. C'est l'alliance des deux qui crée la force, comme nous le montre l'expérience des Chouans et des Vendéens, mais également Saint-Rémy et Clovis avec le pacte de Reims.
Bref, la phrase de Paul Valéry prend ici toute son importance lorsque nous la reprenons. La véritable tradition dans les grandes choses n'est pas de refaire ce que les autres ont fait, mais de retrouver l'esprit qui a fait ces choses et qui en ferait de tout autre en d'autres temps. Il faut donc être prudent lorsque l'on reprend les idées d'un auteur contre-révolutionnaire, quel qu'il soit, car l'important reste toujours de remettre le contexte de la situation du moment, des actions comme des écrits. A contrario, les paroles de Jeanne d'Arc restent intemporelles, comme éternelles, lorsqu'elles nous rappellent « En nom Dieu, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire ». N'oublions pas aussi que les révolutionnaires en 1789 n'ont pas seulement attaqué la monarchie politiquement, ils l'ont fait avant tout religieusement, comme socialement, car il s'agissait de changer l'homme, et c'est en cela que ceci continue aujourd'hui. Pour une véritable efficacité dans notre combat, nous devons donc être forts sur ces deux terrains. Le politique d'abord de Maurras est de ce fait obsolète à ce jour, car l'empirisme que le vieux maître de Martigues préconise comme méthode d'analyse nous pousse à allier force spirituelle et force politique, suivant les expériences de Jeanne d'Arc et des guerres de Vendée entre autres. C'est d'ailleurs pourquoi l'empirisme organisateur, science par excellence, sorti du laboratoire de l'Action française, reste une méthode d'analyse à pratiquer jusqu'à l'excès, pour les faits comme pour l'histoire, mais surtout à nous-mêmes et au sein des organisations contre-révolutionnaires, si elles désirent être réactives aux changements de situation comme aux hommes. Cela évite une stagnation comme un vieillissement des idées, car la tradition est critique. C'est toute la différence avec le conservatisme, conservant même le mauvais. Monsieur de Charette, comme le vieux maître de Martigues, était loin d'imaginer le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Notre combat pour affronter efficacement les vicissitudes de demain doit se faire pour Dieu, la France et le roi. Voilà une formule qui a fait ses preuves. Il ne tient qu'à nous de ne pas réitérer les erreurs passées afin d'être plus efficaces dans notre combat. Notre jour viendra. Oui, alors, donc on rentre dans le processus révolutionnaire qui est très très simple. Il s'agit de créer l'homme nouveau. Voilà. Et pour créer l'homme nouveau, eh bien, il n'y a que deux solutions. Soit on régénère l'homme ancien, soit on l'élimine. Ouais. Donc, si on élimine l'homme ancien, l'élimination doit être une élimination totale. Et donc c'est 60 à 70% de la France qui s'insurge, et la Vendée est vraiment l'exemple qu'il faut faire pour les conventionnels, et il faut donc l'exterminer. Alors très tôt on va décider de d'exterminer les Vendéens, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Et c'est le comité de salut public qui est à l'origine de tout cela. Il prend la décision en pleine conscience et en conscience partagée. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des membres du comité de salut public qui réfléchit sur ce concept et qui le fait voter. Ça, c'est la grande spécificité de la Vendée et de ce crime contre l'humanité, c'est qu'il a été voté par l'intermédiaire de deux lois. La première loi date du 1er août 1793, ouais. Elle prévoit 4 choses, cette première loi. Premièrement, au niveau de la population, on décide de décomposer la population en deux groupes. D'un côté, les femmes, les enfants et les vieillards qu'on arrache au sol de la Vendée et qu'on transfère à l'extérieur. Et deuxièmement, tout le reste de la population doit être exterminé. La deuxième chose que l'on fait, on nationalise la Vendée qui appartient à l'État, et l'État décide d'en faire une terre brûlée. La troisième chose, on va s'appuyer pour ce faire sur l'armée française, et comme l'armée française c'est l'ancienne armée, c'est-à-dire l'armée de l'ancien régime, on va décider de régénérer tous les cadres, et pour ce faire on va tuer tous ceux qui refusent d'aller à l'extermination ou même qui hésitent.
Et donc on va nommer les bouchers, les charcutiers, etc., les alcooliques, responsables de l'armée. Et la quatrième chose que l'on fait, on se fixe une échéance qui ne doit pas aller au-delà d'un mois. D'accord. Comme ça ne marche pas, on va faire un amendement à cette loi le 1er octobre 1793 qui prévoit que c'est l'ensemble de la population et plus spécifiquement les femmes, les enfants et les vieillards qui doivent être exterminés de préférence.